Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les militaires sont dans les casernes. Mais les événements qui surviennent dans les pays africains nous amènent à estimer qu'ils ne sont en réalité pas très loin des palais présidentiels. Leur influence sur le cours des mandats présidentiels n'est plus à démontrer. Exemple plus récent, le Mali. Un colonel dit sa loi. N'en déplaise à la communauté internationale, Assimi Goïta est le président de la transition. Parce que le désormais ancien président Bandao et son premier ministre auraient composé un gouvernement sans le consulter. Lui, vice-président, les déposa. Visiblement, quand les militaires décident de prendre le pouvoir, rien ne semble les arrêter. Sont-ils finalement les maîtres de la stabilité des pouvoirs politiques? Comment leur saute d'humeur, comment peut-on contenir leur saute d'humeur et les dissuader de rester dans leur couloir? Pour ceux qui ont déjà pris le pouvoir, comment les convaincre de retourner en caserne? Autant de préoccupations auxquelles a accepté de répondre Juste Kodjo, enseignant de sécurité internationale au New Jersey City University, une université américaine, où il dirige un programme doctoral en études de sécurité. Il est aussi ancien officier des forces armées béninoises et politologue. Bonjour, Monsieur Kodjo. Bonjour, Monsieur Jossou. Merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Et déjà, permettez que je cite ces données. Une étude menée par deux chercheurs américains, notamment Jonathan Powell et Clayton Teen, renseigne que depuis 2015, sur les 9 coups d'État signalés dans le monde, 7 ont eu lieu en Afrique. Au regard de ce tableau, professeur Kodjo, dire que les militaires influencent les événements politiques en Afrique n'est-il pas juste? Alors, d'abord, pour dire, drôle de coïncidence, l'un des chercheurs, Clayton Teen, que vous avez évoqué tout à l'heure, était un collègue à moi que je connais personnellement à l'université du Kentucky quand j'y étais pour enseigner. Et donc, c'est dire que je suis au courant de leurs recherches. Ces deux individus, ces deux chercheurs sont au devant de la scène en matière de recherche sur les coups d'État. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils y sont. Alors, leur étude, je crois qu'il faut même aller beaucoup plus loin avec des études précédentes. Ces mêmes chercheurs ont une base de données qui donc recueille toutes les instances de coups d'État depuis les années 50 jusqu'à ce jour. Et c'est vrai que quand vous regardez ces bases de données, de façon générale, dans le monde, vous avez près de 500 coups d'État qui ont eu lieu. Et la moitié donc de ces coups d'État ont eu lieu en Afrique seule. Et donc, c'est dire que c'est pour corroborer ce que vous avez dit. C'est vrai que de façon historique, jusqu'aux années 70, c'était l'Amérique du Sud qui était en tête. Mais depuis ce temps, jusqu'à ce jour, l'Afrique semble être effectivement, disons, la cible ou l'environnement propice pour les coups d'État par rapport aux autres sous-régions ou aux autres régions du monde. Et donc, cela devrait nous préoccuper. Comment peut-on expliquer, professeur Kodjo, cette résurgence de coups d'État qu'on croyait avoir réglé dès le début des années 90? Oui, effectivement, avec, disons, la démocratisation dans les années 90, beaucoup de pays africains ont, disons, fait le choix de ce que nous appelons en relations civilo-militaires du contrôle de l'armée par les civils. Donc, l'armée retourne au camp, les civils ont l'exclusivité de la gestion du pouvoir politique. Et donc, ce contrat social formel sous certains cieux, informel ailleurs, a quand même réussi pendant un certain nombre d'années à maintenir les militaires à la caserne. Mais nous avons vu aussi au plan international une émergence de normes anti-coups, notamment disons l'OUA à l'époque, devenue Union africaine plus tard. Et donc cet ensemble de contextes a permis de réduire un peu
disons, l'arrivée des coups d'État ou l'émergence des coups d'État sur notre continent. Malheureusement, nous remarquons que de plus en plus, ce que nous croyions avoir réglé est encore en train de revenir. Et donc, la recherche s'est poursuivie sur la question. Il y a plusieurs raisons, mais fondamentalement, un facteur préoccupant que nous devrions garder à l'esprit, c'est l'instabilité politique, en fait, crée un terreau fertile au coup d'État. Et à chaque fois que les militaires reviennent au pouvoir, professeur Kodjo, c'est qu'il y a une raison, soit c'est qu'ils interviennent après des soulèvements populaires, soit des populations qui grognent, qui se plaignent de la gouvernance des régimes donnés. Pensez-vous qu'il y a un justificatif qu'on pourrait avancer, qui pourrait amener à ce qu'on anoblisse, je vais dire, un coup d'État? Vous savez, la question des coups d'État, tout à l'heure, vous avez évoqué les chercheurs. Dans mon domaine, à moi, c'est une question que nous étudions à fond. Malheureusement, dans le contexte général, surtout en Afrique, les coups d'État demeurent une question taboue. Nous n'en parlons pas, nous n'en discutons pas, donc il est pratiquement quasi difficile de prendre des mesures pour prévenir ces questions. Vous ne pouvez pas prévenir un mal dont vous ne parlez pas. Il faut en parler, il faut pouvoir faire la recherche dessus, discuter et mettre en place les mesures qu'il faut. Ce que nous savons, c'est qu'en matière de coup d'État, il y a toujours, vous savez, les mêmes qui aujourd'hui dénoncent le coup d'État dans un pays, vous les verrez applaudir le coup d'État dans un autre pays. Je ne sais pas si on peut justifier un coup d'État, mais ce que je sais, c'est qu'il y a parfois où les coups d'État émergent souvent lorsqu'il y a une certaine fracture. Vous avez évoqué certains cas, mais ce que nous n'avons pas prévu pour la plupart de nos pays africains, c'est les alternatives aux interventions militaires. Lorsqu'il y a une telle fracture, lorsque dans un pays comme, disons, le Burkina, sous Compaoré, vous avez l'impression qu'il y a une dictature qui a sévi et qui a atteint ses limites, ou que sous Tandia au Niger, vous avez une telle fracture où les règlements politico-judiciaires n'ont pas permis de régler la situation. Que faut-il faire? Quelle est la solution? Nous n'avons pas prévu d'alternative. Et donc, tant que nous n'avons pas réussi à trouver un système où nous avons des alternatives aux interventions militaires en cas de fracture du contrat social, nous nous retrouverons toujours dans cette position. Et c'est là que moi je mets l'accent dans mes recherches, en parlant notamment, par exemple, de, disons, ce que j'ai appelé une haute autorité de régulation de la politique et de l'administration publique. Et quand ça arrive, quand on retrouve les militaires devant la scène, sur la scène politique comme ça, professeur Kodjo, comment pensez-vous qu'on pourrait réussir à leur faire reprendre le chemin des casernes et les y maintenir? Alors, je ne suis pas personnellement pour les solutions de courte durée. Si vous m'avez suivi dans tout ce que j'ai développé depuis des années, je suis pour des solutions durables. Malheureusement, quand il y a coup d'État, nous sommes tous préoccupés par une solution de courte durée. Faire repartir les militaires à la caserne. Nous ne passons pas suffisamment de temps à penser et réfléchir à comment faire pour que la situation qui a créé l'arrivée au pouvoir des militaires ne puisse pas se reproduire. Parce que c'est de ça qu'il est question, en fait. C'est faire en sorte que les mêmes conditions qui ont créé ce phénomène de coup, par exemple au Mali, ne se reproduisent pas. Et parce que nous ne prenons pas le temps d'aller en profondeur, vous avez vu le cas du Mali. En 2012, il y a eu un coup d'État. On s'est empressé de passer le pouvoir aux civils, de renvoyer les militaires à la caserne. 8 ans plus tard, ils sont revenus parce que la solution mise en place n'a pas marché. Et donc, ils sont revenus en août 2020. On s'est empressé encore une fois de mettre en place un gouvernement de transition conduit par des civils. Moins d'1 an plus tard, ils reviennent encore. Est-ce que ce sont les militaires qui sont à ce point si têtus, qui veulent juste par un état d'âme revenir au pouvoir, ou alors est-ce qu'il y a un problème de fond qui n'est pas réglé et qui fait qu'ils reviennent de façon périodique et récurrente au devant de la scène? C'est fondamentalement la question qu'il faut se poser. Et donc, ce que moi je crois, dans le cas d'un pays comme le Mali par exemple,
c'est de penser le problème en profondeur. C'est de faire en sorte que, au moment de la transition déjà, peu importe qui dirige la transition, que ce soit des militaires, des policiers, des conducteurs de taxi, peu importe, mais que la transition fondamentalement serve à créer les conditions pour que le gouvernement civil qui va suivre puisse ne pas briser le contrat qui a été signé. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que déjà ce qui se passe au Mali, puisqu'on en parle déjà, là ça va être ma dernière question pour quelques secondes, vous n'êtes pas sûr que ces 18 mois que la communauté internationale semble imposer pour la transition soit efficient? Je ne crois pas. Et je ne crois pas non plus à la communauté internationale éprise de l'intérêt malien. Je suis un réaliste par principe. Le succès de la transition malienne ne préoccupe pas ou ne va pas, disons, dans l'intérêt des chefs d'État ouest-africains. Si le modèle malien marche, c'est-à-dire que en cas de dysfonctionnement de la politique ou du système en place, les militaires peuvent intervenir, une transition, et puis ça marche, alors ça pourrait inspirer d'autres pays. Et donc, fondamentalement, il ne faut pas espérer des chefs d'État ouest-africains et ailleurs qu'ils puissent œuvrer dans l'intérêt de la réussite de la transition au Mali. Il ne faut pas se leurrer. Deuxième chose, le contexte malien est très, disons, un peu particulier en cela que vous avez une pléthore d'acteurs étrangers qui n'ont pour seul but que de se servir donc des intérêts hautement stratégiques au Mali. Et donc, dans ce contexte, il ne faut pas non plus attendre donc de ces acteurs étrangers qu'ils soient préoccupés par la réussite de la transition malienne, mais plutôt par comment contrôler la transition pour ensuite contrôler l'équipe civile qui va découler de cette transition. C'est là, en fait, le défi du peuple malien. Et donc, la question qu'il faut se poser par rapport aux militaires, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ils sont du côté de ceux qui veulent manipuler la transition pour s'éterniser ou tout ce que vous voulez, ou alors est-ce qu'ils font partie de ceux-là qui résistent aux pressions extérieures tentant à manipuler la transition malienne. Donc c'est là en fait la clé du succès malien. Je ne crois pas à une communauté internationale qui puisse aider le Mali à réussir. Il appartient aux Maliens de trouver la formule pour pouvoir réussir, peu importe si c'est sur 6 mois, 18 mois, 2 ans. C'est un dialogue qui doit avoir lieu au sein des Maliens et j'espère qu'ils pourront saisir cette opportunité et comprendre dans ce contexte qui est très délicat parce que la pléthore d'acteurs ne favorise pas la chose. Merci, professeur Juste Kodjo. Je rappelle, vous êtes enseignant de sécurité internationale au New Jersey City University aux États-Unis d'Amérique. Vous dirigez dans cette université un programme doctoral en études de sécurité. Vous êtes ancien officier des forces armées béninoises et politologue aussi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et mesdames, messieurs, merci, monsieur Diosso. Pour cet entretien du jour, c'est déjà tout.